Et bonjour à tous. Donc pour cette conférence que j'ai intitulée Franc-maçonnerie ou franc-maçonnerie au pluriel, puisque comme Émilie l'a rapidement introduit, c'est vrai que vu de l'extérieur, on a une vision monolithique de la maçonnerie, mais quand on se rapproche de cet ordre, quand on se plonge dans son histoire, on se rend bien compte qu'il ne faut pas mettre le terme au singulier, parce que, comme Émilie l'a évoqué, il y a eu au cours de l'histoire, sur certaines périodes, des guerres assez violentes au sein même de la maçonnerie. Et c'est donc ce fil directeur que je vais essayer de suivre au cours de cette conférence. Alors cette conférence, je vais la commencer par une petite mise au point sur ce qu'est la franc-maçonnerie telle qu'on se la représente. On qualifie souvent la maçonnerie de société secrète. En fait, ce terme de société secrète, il n'est pas vraiment adapté à la maçonnerie. Par définition, une société secrète, on ignore son existence, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas les personnes qui font partie de cette société. Et on ne connaît pas non plus son but. Pour la maçonnerie, on préférera parler de société discrète. C'est-à-dire que la maçonnerie, depuis ses origines, on va aborder la question des origines qui est assez complexe, mais depuis ses origines historiques, on sait qu'elle existe. On a également su assez rapidement qui en faisait partie. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la maçonnerie, puisque quand on rentre dans cet ordre, il y a un serment à prêter, on jure le secret maçonnique, c'est-à-dire que ce qui se passe en loge, à l'intérieur des temples maçonniques, ne doit pas sortir à l'extérieur. Et il y a eu un autre secret. Alors c'est vrai que ces dernières années, ce secret-là, il est en train de disparaître parce qu'il y a la volonté de beaucoup de maçons de faire leur coming out, donc de dire qu'ils sont francs-maçons. C'est préconisé par un certain nombre d'entre eux, dont Alain Bauer. Mais pendant longtemps, pour des raisons souvent historiques, et notamment en France, les francs-maçons ne disaient pas à l'extérieur qu'ils appartenaient à l'ordre. Alors c'est ce secret en fait maçonnique qui est intimement lié à cet ordre, qui explique qu'on a des visions très contrastées sur la maçonnerie. On a des visions qu'on va qualifier d'extrêmement négatives, qui relèvent de la théorie du complot, c'est-à-dire que la maçonnerie serait une société qui aurait été créée alors sous des allures de bienfaisance, on participe à une rénovation sociale, et sous ce discours-là se cacheraient des intentions maléfiques que d'après le discours conspirationniste, tous les maçons ne connaîtraient pas, et le but de la maçonnerie serait de créer le chaos. Je reviendrai sur cette notion de théorie du complot maçonnique plus en détail au fur et à mesure de mon exposé. Et à l'opposé de ça, on a la vision qui est évidemment celle de beaucoup de francs-maçons, mais qui peut être celle de personnes extérieures à la maçonnerie. C'est une vision positive. On considère que c'est un ordre de nature initiatique et qu'il y a la transmission au sein de cet ordre d'une certaine forme de sagesse. Alors si cet ordre est entouré d'énormément de mystères, c'est parce qu'il y a cette notion de secret, et c'est aussi parce qu'il y a une origine très mystérieuse à la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, son origine est compliquée et complexe quand on essaie de la retrouver, puisque très vite, en fait, on va se confronter à ce qu'on appelle les mythes maçonniques. Parmi les différentes obédiences maçonniques, il y a eu à un moment donné la volonté de se trouver une origine. Pour certains, cette origine, c'est l'architecte Hiram, architecte du Temple de Jérusalem. Pour d'autres, ça va être l'Égypte ancienne et cette sagesse qui aurait, par le biais de cette société secrète, traversé les siècles. Pour d'autres, et je rentrerai plus en détail sur cette question-là, ça va être les Templiers, l'ordre du Temple, qui aurait survécu sous une autre forme. Alors avant de rentrer dans ces mythologies, ce que je vais exposer, c'est la vision que les historiens ont de la franc-maçonnerie et que certains francs-maçons partagent d'ailleurs. Alors, dans cette approche historique de la maçonnerie, qui là est basée pour le coup sur des documents qui sont parfaitement datables, eh bien, l'origine de la maçonnerie, il faut la chercher dans l'Angleterre du Moyen-Âge et plus particulièrement sur les chantiers des palais et des cathédrales dans le milieu des tailleurs de pierre. On va retrouver ce terme évidemment de maçon
dans le terme franc-maçonnerie. Alors, il y a dans ce milieu des tailleurs de pierre deux types de tailleurs de pierre. Les premiers, c'est les Roundstone Mason. Eux, ils s'attellent à tailler les pierres de façon grossière. Hein, c'est les blocs qui vont constituer les murs. C'est donc une taille assez rudimentaire qui ne demande pas une expertise particulière de la taille de la pierre. Et puis, à côté de ça, deuxième type d'ouvriers plus prestigieux, ce sont les freemasons. Là, c'est des ouvriers qui ont été formés pour tailler très finement la pierre. C'est tout ce qui va être destiné à l'ornementation religieuse des édifices, donc toutes les frises végétales qu'on peut observer dans les cathédrales, mais aussi tout ce qui relève de la statuaire, des fenêtres en ogive, etc., etc. Alors, évidemment, ces freemasons, eux, ils ont besoin d'un apprentissage particulièrement poussé pour arriver à faire parler la pierre, pour arriver à dégager de telles formes de blocs de pierre brute. Et du coup, cet apprentissage, il est entouré d'un certain secret parce qu'il y a une maîtrise qui est transmise de maître à disciple, de freemason à freemason au sein des loges. Et ce secret, il va être entouré d'un certain nombre d'obligations. On va prêter serment, on va codifier cet apprentissage et cela va donner lieu à la rédaction de textes qui datent de cette époque, qu'on a retrouvés, qu'on peut consulter en archives, qu'on appelle les Old Charge en anglais, c'est-à-dire les anciens devoirs. Et c'est ces anciens devoirs qui vont codifier tout l'apprentissage de ces tailleurs de pierre appelés francs-maçons, freemason. Alors, le plus ancien, c'est le manuscrit Regius. On en a ici donc la reproduction d'une page. C'est un parchemin. Il est conservé en Angleterre dans la bibliothèque du roi et il est daté de la fin du XIVe siècle. Alors, ce qui est intéressant quand on s'intéresse à l'origine de la maçonnerie, c'est que par-delà cette origine historique avérée, où on a des textes qui sont datables, sur lesquels on ne peut pas discuter en termes de fiabilité, eh bien, dans ces textes-là, les freemasons se donnent des origines plus anciennes. Dans le Regius, donc, qui est ce texte appartenant aux anciens travaux, qui est le plus ancien, les freemasons affirment que leur art a été transmis depuis l'Antiquité. Voici ce qu'on lit. C'est ainsi que le clerc Euclide a inventé cet art de la géométrie sur les bords du Nil. Il l'enseigna dans toute l'Égypte et en divers pays de tous côtés. De nombreuses années se passèrent avant que le métier arrive dans notre pays. Il arriva en Angleterre au temps du bon roi Athelstan. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que dans ces textes du Moyen-Âge, eh bien, les freemasons, les tailleurs de pierre, se donnent une origine beaucoup plus ancienne qui remonte à l'Égypte et au mathématicien grec Euclide. Donc, l'idée d'une origine plus ancienne, en fait, ce n'est pas une idée récente, contrairement à ce qu'on dit souvent. Elle est là dès les débuts historiques de la franc-maçonnerie. Et ce qui est intéressant de noter dans ce registre-là également, c'est que dans d'autres de ces textes qui appartiennent aux anciens devoirs, eh bien, on remonte encore plus loin dans le temps, puisque ce savoir, il serait là carrément avant le déluge. Donc, les bâtisseurs des cathédrales auraient hérité d'un savoir antédéluvien. Alors, il va y avoir un contexte historique qui va déclencher une mutation dans ces ordres de tailleurs de pierre en Angleterre. Ce bouleversement historique, c'est en 1530, le roi d'Angleterre, Henri VIII, qui va rompre avec l'Église de Rome. C'est là que naît l'Église anglicane, hein, puisque Henri VIII s'autoproclame chef suprême de l'Église et du clergé d'Angleterre. C'est la naissance de l'anglicanisme, donc un christianisme, mais qui va s'émanciper complètement de Rome. Et dans cette émancipation, eh bien, il va y avoir une conséquence, c'est qu'on va arrêter de construire en Angleterre des cathédrales et des édifices religieux d'ampleur. Et donc, à partir de là, évidemment, l'activité des freemasons en Angleterre, elle va se trouver fortement affectée. Et c'est en Écosse qu'elle va continuer à perdurer. Les loges continuent d'exister et on va avoir une structuration de plus en plus codifiée
de ce parcours des tailleurs de pierre. En 1583, donc William Shaw, qui est maître des travaux du roi Jacques VI d'Écosse, va être nommé surveillant général des maçons d'Écosse. Et lui, il va impulser un certain changement. Les loges de maçons qui étaient itinérantes, qui suivaient les chantiers, vont se fixer, elles vont devenir permanentes. Et puis le parcours initiatique va être accentué et surtout, il va être codifié par toute une terminologie qui va être mise en place à ce moment-là et qu'on va ensuite retrouver dans la terminologie de la maçonnerie spéculative. Puisqu'en termes de maçonnerie, là, on est dans ce qu'on appelle la maçonnerie opérative, c'est-à-dire qui réalise quelque chose, des tailleurs de pierre effectifs. Alors, ce parcours initiatique, tel qu'il est conçu du point de vue de sa terminologie par Shaw, il se décompose en gros en 3 grades. Hein. C'est-à-dire qu'il y a les impétrants, au début, qu'on appelle les bookheads, qui vont suivre 2 ans d'initiation. Ensuite, les anti-red apprentices, 7 ans d'apprentissage, au terme duquel on va devenir master, maître. Et pour chacun de ces passages initiatiques, il va y avoir un mot, ce qu'on appelle le mot du maçon. C'est une sorte de mot secret que le maître transmet à ses disciples. Et grâce à ce mot secret, en fait, les maçons vont pouvoir se reconnaître entre eux, c'est-à-dire que ceux qui ont accédé au rang de maître sont les seuls à posséder ce mot de passe. Et donc, un maître, grâce à cet échange de mots, va pouvoir en reconnaître et en identifier un autre. Et c'est comme ça que fonctionne encore aujourd'hui la franc-maçonnerie spéculative. Et on retrouve dès ce moment-là la notion de serment et de secret. Donc, ce mot du maître, quand on le délivre, il est assujetti à un serment dont voici un extrait. « Me voici, moi le plus jeune, le dernier apprenti entré, car j'ai juré par Dieu et par Saint Jean, par l'équerre et par le compas, d'être au service de mon maître à l'honorable loge, sous peine d'avoir la langue coupée sous le menton et d'être enseveli sous la limite des hautes mers, là où nul ne le saura. » Donc, on voit qu'on prête un serment qui est lourd de conséquences. Alors, évidemment, on est dans une forme de serment symbolique, mais si on le prend au pied à la lettre, si on vit ce serment, c'est quelque chose qui est lourd et qui est assez terrible à prononcer, finalement. Alors, cette maçonnerie-là qui s'est structurée avec ses initiations, ses grades bien précis, ses mots du maître, ces sermons qu'on va prêter, à partir de 1634, elle va être amenée encore à une nouvelle mutation, puisque les loges étant sédentarisées, étant fixées en des endroits particuliers, vont progressivement y rentrer des gens qui habitent ces localités où les maçons se sont établis en loge, et des gens qui ne sont plus, pour le coup, des maçons opératifs, mais des personnalités d'influence qui ont des ressources qu'ils vont pouvoir apporter aux loges. Et c'est à partir de là que la maçonnerie devient spéculative. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans la réalisation d'un édifice matériel, d'une cathédrale de pierre, on rentre progressivement dans la réalisation d'un édifice plus symbolique, c'est-à-dire que l'édifice, c'est la société à bâtir, en fait, et donc on va rentrer dans une réflexion qui est de nature philosophique, de nature ésotérique, et certaines personnalités, comme Robert Morey, vont clairement orienter à ce moment-là la maçonnerie vers l'ésotérisme et vers l'interrogation, la spéculation philosophique et scientifique. La maçonnerie va ainsi progressivement se structurer. En 1707, c'est encore là, une fois de plus, je le répète parce que l'histoire de la maçonnerie est très liée à l'histoire tout court, c'est encore une fois l'histoire de l'Angleterre et de l'Écosse qui vont conditionner un certain nombre de mutations. En 1707, c'est l'acte d'union de l'Angleterre et de l'Écosse. Et à Londres, donc à partir de là, les loges vont se développer. Les francs-maçons se rassemblent dans les auberges qui deviennent les loges maçonniques. Et comme je le disais, il s'agit, pour les francs-maçons qui se réunissent dans ces auberges, de penser à la société de demain, de bâtir en gros un monde meilleur. Voilà le temple maçonnique. Alors, les loges qui vont être à l'origine éparses, qui vont se réunir dans différents lieux, vont être amenées à s'unir. C'est là que va apparaître la Grande Loge de Londres, qui va unir les 4 premières loges maçonniques créées à Londres. Et ces loges vont inventer de nouveaux codes avec Desaguliers, qui va être le grand maître de cette Grande Loge de Londres. Et sous son impulsion,
la maçonnerie va connaître de nouvelles mutations. On va avoir la mise en place de constitutions, notamment constitutions d'Anderson, qui sont codifiées par James Anderson, c'est un pasteur écossais. Et c'est vraiment à ce moment-là, avec les constitutions d'Anderson, que va naître la franc-maçonnerie telle qu'on la connaît encore aujourd'hui. C'est là que l'ordre prend sa forme, on pourrait dire en quelque sorte définitive. Alors, après ce rapide exposé sur les origines historiques de la maçonnerie, maintenant on va s'intéresser à l'arrivée de la franc-maçonnerie en France. Là encore, c'est extrêmement lié à l'histoire d'Angleterre. En décembre 1688 a lieu ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution, qu'on appelle aussi la Révolution exemptée de sang parce que le sang n'a pas été versé. Cette révolution, elle va renverser Jacques II, 3 ans après son accession au trône d'Angleterre. Et elle va le renverser pour une raison particulière, c'est que le pays craint le retour du catholicisme. En effet, Jacques II n'avait que des filles. Il s'unit en second mariage à Marie de Modène, qui est une catholique. Et de Marie de Modène, eh bien, il a un fils qui est donc le successeur de son père sur le trône d'Angleterre. Et la mère de cet enfant étant catholique, eh bien, beaucoup craignent que l'Angleterre retombe sous le joug de l'Église catholique romaine. Et donc, c'est la motivation de cette glorieuse révolution. Et pour Jacques II et les siens, ça se traduit par un exil en France. En janvier 1689, Jacques II est accueilli par Louis XIV au château royal de Saint-Germain-en-Laye. Et Jacques II, il n'arrive pas seul, puisqu'il y a une énorme migration de réfugiés qu'on appelle jacobites. Jacobites parce que le nom latin de Jacques II, c'est Jacobus. Donc, ses partisans sont les jacobites. Ils vont le suivre en France entre 1688, donc date de la Glorieuse Révolution, et 1692, c'est quelques 40 000 réfugiés jacobites qui vont arriver sur le sol français autour du monarque déchu. Et il y a dans ces jacobites énormément d'officiers, de hauts officiers de l'armée de Jacques II. Et c'est par ce biais-là, disent les historiens, que la franc-maçonnerie est arrivée en France et il y aurait eu une première loge qui aurait été créée à Saint-Germain-en-Laye très rapidement, puisqu'on parle de la loge de la parfaite égalité, créée le 25 mars 1688. Alors, évidemment, est-ce qu'on est dans la réalité, est-ce qu'on est dans le mythe? Il y a un gros point d'interrogation sur cette première loge fondée en France. Elle a été reconnue par le Grand Orient, mais de façon postérieure. Pour les historiens, certains pensent que le Grand Orient, s'il l'a reconnue, cette loge, c'est qu'il y avait des documents qui, à ce moment-là, prouvaient qu'elle avait bien existé. Mais d'un point de vue de l'histoire purement académique, il y a quand même un gros point d'interrogation. Ce dont on est sûr, c'est que dans les années qui suivent, au tout début du XVIIIe siècle, dans les premières décennies du XVIIIe siècle, eh bien, les loges vont se multiplier en France. À Dunkerque, par exemple, en 1721, eh bien, la Grande Loge de Londres va instituer la loge, l'amitié et la fraternité. Et puis, c'est à Paris, toujours dans un premier temps dans les milieux anglais, que les premières loges vont être créées. En 1725 ou 1726, Charles Radcliffe, comte de Darnley-Water, est secondé par Dominique O'Eggerty et le chevalier James Hector Maclean fonde la loge Saint-Thomas numéro 1. Et à partir de là, les loges vont se multiplier. Alors à ce moment-là, ces loges, elles se rassemblent dans les auberges. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui est, si vous voulez, c'est pas quelque chose qui est caché. Tout le monde sait, à Paris, à ce moment-là, qu'il y a des freemasons, c'est comme ça qu'on les appelle, et que ces freemasons sont de plus en plus nombreux. Alors, il faut lire les nouvelles à la main de l'époque. Les nouvelles à la main, c'est ces journaux qui étaient manuscrits, qui circulaient sous le manteau et qui véhiculaient toutes les dernières informations qui pouvaient être évidemment instrumentalisées par les uns, par les autres, pour désinformer, pour informer. Et dans ces journaux à la main, eh bien, on trouve de nombreuses allusions au développement de ces loges maçonniques. On ne parle ici que des nouveaux progrès que fait tous les jours l'ordre des Freemasons. Tous les grands et les petits s'en font également recevoir. Note le nouvelliste Berger le 23 mars 1737.
on lit encore dans cette même nouvelle à la main, on voit des gens raisonnables assez fous pour se lier par un serment affreux à garder un secret sur des choses qu'ils n'apprennent qu'après qu'ils ont juré. Alors c'est ça qui est assez significatif dans toutes ces nouvelles à la main, c'est que ce goût du secret, ce serment du secret, il titille les esprits. On se demande qu'est-ce qui se passe dans ces loges, et ce passage, cet extrait, illustre assez bien l'étonnement de certains. Comment peut-on s'engager quand on a des responsabilités, parce qu'il y a beaucoup de nobles qui rentrent dans ces loges, eh bien, à prêter un serment, rentrer dans quelque chose dont on ignore tout. Et l'ordre franc-maçon, il va d'autant plus intriguer que des grandes figures de l'époque vont se faire initier en loge. C'est le cas de Montesquieu, par exemple. C'est un parmi d'autres qui est initié à maçon à Londres, pour le coup, le 12 mars 1730. Il est initié dans une loge de Westminster. Alors, comme je le disais, il y a une inquiétude qui gagne les esprits, ce goût du secret est une des raisons de cette inquiétude, et l'autre, c'est le grand nombre de personnes qui rentrent dans ces loges maçonniques. Ça, c'est un autre extrait de Nouvelles à la main. On est en mars 1737, et le fait qu'il y ait beaucoup de personnes qui rentrent dans les loges laisse présumer à l'auteur de cette nouvelle, et au plus grand nombre, dit-il, qu'il se passe donc en loge au sein de cet ordre maçonnique quelque chose qui pourrait bien être contre le bien de l'État et même contre les bonnes mœurs.